matinale Toxin, 8h-10h, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Romain Molina. Bonjour Romain Molina. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, journaliste d'investigation spécialisé notamment dans ces questions de football, de sport en général, auteur de L'industrie du football. Là, il y avait le tome 1 et le tome 2, désormais Macron, l'Afrique en FIFA aux éditions Exuvie. Et puis, aujourd'hui, nous vous recevons donc pour le livre noir des Jeux Olympiques, toujours aux éditions Exuvie. Alors, un livre évidemment très important à lire en ce moment, avec les Jeux Olympiques qui vont démarrer dans maintenant même pas quelques jours. Et vous remettez tout sur la table, les scandales, la criminalité, la mafia. Vous parlez carrément de mafia. Et aussi, j'ai presque envie de dire les petites gens. Mais les petites gens, en fait, ce sont les coureurs, ce sont les athlètes qui sont complètement oubliés dans cette histoire. Et vous commencez, d'ailleurs, je recommence à reconnaître votre style, Romain Molina. Vous commencez par ça dans votre livre. Comme souvent, en fait, vous commencez par ceux qui vivent, en fait, eux, pleinement tout ça et qui n'ont même pas de quoi finir leur fin de mois, qui sont obligés de travailler à côté. On a des athlètes, je l'ai découvert en vous lisant, qui travaillent chez Gosport à côté, qui font leurs études à la Sorbonne. Enfin, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et souvent, je vais peut-être commencer par ça, souvent on nous dit les Jeux Olympiques, c'est génial pour le pays, c'est génial pour la ville, ça va nous rapporter des richesses. Et évidemment, quelle chance pour nos joueurs. J'aimerais bien que vous commenciez par, comment dire toutes les réalités sur ces affirmations qu'on entend tout le temps et qui nous ont été évidemment vendues pour nous satisfaire des Jeux Olympiques à Paris. Bon, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Ce qui est assez incroyable avec les Jeux Olympiques, c'est que le Comité international olympique, donc le CIO, redistribue la somme de 0 € aux athlètes. Et on a fait croire aux athlètes donc qu'ils participent donc gratuitement à un événement qui va enrichir simplement le Comité international olympique. Les rétributions, notamment des médailles, viennent de chacun des pays, mais le CIO ne redistribue rien. Le deuxième point assez effarant, c'est qu'on a l'Élysée, par l'intermédiaire de son président et de sa ministre des Sports, qui avait fixé de très hauts objectifs de médailles. Et pour cela, ils ont dit, attendez, on a l'Agence nationale du sport, c'est l'ANS, qui, il est vrai, sur ce dernier cycle, a abreuvé deniers publics les fédérations sportives, qui vivent littéralement sur une perfusion économique. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de ruissellement. Il y a uniquement pour le très très haut niveau ce qu'on estime être les meilleurs, et ceux qui sont un petit peu en dessous, mais qui sont quand même parmi donc peut-être les 100 ou 200 meilleurs du monde, ce qui est déjà énorme. Oui, bien sûr. Et eux, il y en a plein, notamment en athlétisme, on voit, qui sont obligés de faire des cagnottes du financement participatif, et ils prennent des boulots aussi un petit peu à côté, mais dans le même temps, on a un exécutif qui leur demande des médailles. C'est quand même un peu paradoxal, on va dire ça comme ça. Oui, non, mais ça c'est certain, surtout quand on voit, et vous pouvez aussi nous raconter ça, l'argent que récupère pour le coup le comité olympique. C'est colossal, parce que le CIO fait venir ses sponsors, ses droits de diffusion. En fait, c'est lui qui a l'emprise, c'est lui qui décide de tout et qui va être encore une fois le grand gagnant, puisque évidemment les jeux ne paient pas les jeux. Par contre, les jeux paient très bien le CEO et ses dirigeants. Pour donner une anecdote, le directeur de la communication, M. Cloud, la communication institutionnelle du CEO, gagne plus de 540 000 $ par an. Oui, c'est incroyable. Ouais, alors qu'on voit que Et les athlètes ont zéro. oui, C'est quand même ils ont exceptionnel. zéro. Et pour beaucoup, vous l'avez rappelé, ils ont des difficultés à boucler leur année, en fait. Et leur idée, c'est de réussir quand ils s'estiment heureux quand ils réussissent à avoir une petite somme d'argent en avance pour pouvoir payer leur année de sport de l'année d'après. Enfin, voilà. Oui. Pour que les gens imaginent, on a une fédération importante en France, qui est celle du canoë-kayak, qui rapporte en plus souvent des médailles. Alors c'est sûr que c'est pas évident d'en vivre, mais c'est une fédération qui est gonflée d'argent public, encore une fois, je le rappelle. Et cette fédération a décidé il y a quelques mois que pour l'équipe de France, donc le gratin du canoë-kayak en jeunes, pour les compétitions européennes ou internationales des moins de 17 ans, les parents doivent payer quelque chose. C'est dingue. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ils ont justifié leur plan en disant oui, mais il faut faire des efforts. Donc maintenant, on peut être sélectionné en équipe de France jeune, mais les parents doivent payer un petit quelque chose quand même parce que, soi-disant, ils n'ont pas les moyens. Oui. Oui. Alors, où va l'argent public? C'est une véritable question. Bah, c'est une véritable question qu'on va continuer de se poser ensemble. Alors, vous avez dit, les Jeux Olympiques, le comité impose ses propres règles, donc notamment financières, et ces règles, on va dire tout court, enfin, ces lois,
Et encore une fois, pour Paris, mais comme ça avait été le cas avant, il a imposé ses lois, ses règles de sécurité. Aucune manifestation ne doit avoir lieu, aucune réunion culturelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut céder, nous, normalement, pays souverain, alors même si, bon, beaucoup de questions à se poser par rapport à ça, mais censé être pays souverain, aujourd'hui, nous cédons à une institution privée. C'est assez fou parce qu'en effet, la France n'est pas le seul, hein, c'est quasiment tout le monde, hein, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, la Corée du Sud, le Japon. En fait, tous ces États-là, mais c'est vrai qu'en France, il y a vraiment, ils ont vraiment cédé sur tout. On appelle ça le contrat de ville haute, qui est signé entre donc, Paris là, et le Comité international olympique. Et puis là, quand on le lit, on se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que pendant l'événement, eh ben, ils disent qu'il y a une interdiction de manifester. Alors, je ne sais pas comment ils vont réussir à le matérialiser. S'il y a des gens qui manifestent, on va faire quoi? C'est une vraie question. Interdiction d'avoir de la concurrence potentiellement aux Jeux olympiques. On rappelle également que les données personnelles les utilisateurs vont au CIO et que par exemple, moi, Oui, ce qui m'a le plus choqué, c'est dans le contrat de ville haute, vous avez le CEO qui explique que le comité d'organisation de Paris 2024 doit veiller à ce que les autorités ne discutent pas avec un autre sponsor. En gros, vous avez le CEO tout en haut, qui met un peu plus bas un comité d'organisation, Fédération 2024, qui lui-même doit veiller sur l'État. Donc en fait, c'est un inversement total où l'État en c'est fait dingue. n'est plus en haut, mais tout en bas d'une pyramide, et c'est accepté par les politiciens de quelque parti qu'ils sont. Ah non, mais c'est même plus qu'accepté parce qu'on voit, et vous racontez beaucoup de choses évidemment dans votre livre, mais on voit notamment là, c'est François Hollande à ce moment-là, qui Okay. inverse complètement il déroule le tapis rouge au président du CIO et il inverse un peu leur place en l'appelant Monsieur le Président et en faisant comme si c'était l'autre, le président, évidemment, et lui n'étant qu'un lambda à côté de l'autre. Qu'un Oui, vassal. c'est ça. Donc on voit bien, on voit bien quand même les mises en scène et alors c'est vrai que la France, d'après ce qu'on peut lire, à travers votre livre, est particulièrement, comment dire, volontaire dans cet Oui. enfumage pour, rester, poli. Mais elle est particulièrement docile, sachant qu'en plus, les politiciens français ont une frénésie olympique. On se rappelle du nombre incroyable de candidatures, déjà à l'époque de Jacques Chirac, on avait même tenté Lille, à la Mmh. fin des années 90. Il y a eu la grotesque campagne d'Annecy pour les Jeux olympiques d'hiver, il n'y a pas si longtemps, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et en fait, ça dépasse même le comité international olympique, puisque c'est le gouvernement de François Hollande, pour répondre à une promesse de Nicolas Sarkozy. C'est quand même ça le plus drôle, c'est que nos politiciens ne sont d'accord sur rien. Mais sauf Par sur contre, ça, oui. ah, mais sur ça, il y a un consensus. C'est-à-dire que c'est le gouvernement Hollande qui a fait voter une loi, passer une loi, qui permet à toutes ces organisations sportives internationales d'organiser des compétitions, si elles organisent des compétitions internationales sur le sol français, de bénéficier d'exemptions de taxes absolument incroyables et d'avoir plein d'avantages. C'est pour ça aussi que plein de compétitions sportives se sont déroulées ces dernières années en France. Mmh. Et évidemment, pour couronner le tout, sous la présidence d'Emmanuel Macron, on a encore franchi un seuil. J'en avais parlé dans mon dernier livre, L'industrie du foot Ouais. 2, sur tout ce qui avait été fait vis-à-vis de l'installation de la FIFA, ce qu'ils avaient promis sans finalement pouvoir le réaliser. Et là, on peut en parler sur une actualité très chaude, c'est-à-dire que le CIO a voulu donner les Jeux olympiques d'hiver 2030 à la France, en rentrant en discussion exclusive il y a quelques mois, alors que le dossier est brinque-ballant, je dirais même est lamentable en comparaison du dossier de Salt Lake City pour 2034, et qu'il y avait un dossier suisse qui était plus que correct, notamment, et la Suède aussi, mais la Suède, visiblement, est trop une démocratie, selon des personnes du CEO. Ça veut peut-être dire que si la Suède est trop une démocratie, qu'est-ce qu'est la France? Et le problème qu'on a actuellement, c'est que Gabriel Attal, Premier ministre, n'a toujours pas signé la lettre de garantie réclamée par le CEO parce que le déficit a été tellement sous-estimé, ont estimé les services du Premier ministre, qu'il ne l'a toujours pas signé. Et je crois qu'il a jusqu'au 11. Alors, il a jusqu'à demain. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais sachant que là, c'est littéralement un cadeau politique, cadeau empoisonné, j'ai envie de dire quand même, du CIO à la France, pour peut-être récompenser en effet les bonnes relations de Thomas Bach, président du CIO, et Emmanuel Macron. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que vous le rappeliez, les gros cadeaux qui ont été faits, par la Macronie notamment sur les taxes et cetera. Très Voté par le Rassemblement national. Ouais. Ensuite, sur notamment la loi spéciale JO, alors là, elle est aussi exceptionnelle, parce que c'est quand même une loi Rappelez minimum juste d'abord liberticide. sur, la loi, votée par le RN et ce que ça comportait comme avantage pour, le CIO peut-être? Notamment sur le droit du travail. C'est-à-dire que la loi du travail, la loi JO 2024 permet, par exemple, entre la compétition avant et après, bah, le repos dominical, vous oubliez, les 35 heures, vous oubliez,
Il y a plein de choses en fait comme cela qu'on peut oublier et puis surtout, c'est une loi aussi qui permet l'introduction des caméras de vidéosurveillance algorithmiques Oui, ça c'est jusqu'en très mars grave. Mmh. 2025 finalement, ça a Mmh. été, décidé donc on remarque quand même que les jeux olympiques, c'est bien pratique. Je ne savais pas que ça durait jusqu'en mars 2025 Ouais. et plein de petits avantages, encore sachant que alors le gouvernement ne voulait surtout pas entendre le mot reconnaissance faciale. Donc il nous parle de caméras de vidéosurveillance algorithmique pour schématiser. En gros, ça va cibler des comportements. Par exemple, le comportement qu'ils ont ciblé, il y en a plusieurs, c'est celui d'aller en contresens. Mais admettons, vous voyez quelqu'un et vous retournez, et ben, un algorithme va juger votre comportement suspect et va potentiellement déclencher un contrôle de police, voire plus sur vous. Voilà ce que c'est une caméra de vidéosurveillance algorithmique qui a déjà été utilisée pour des concerts et pour d'autres raisons. On rappelle que cette loi a été votée en majorité également par les LR. Le Rassemblement national, il y a une seule personne qui s'était abstenue et la gauche avait fait opposition sur certains points. Et on rappelle que déjà, sous François Hollande, c'était le début, ça on avait voté des exemptions fiscales spéciales pour les grandes institutions sportives internationales. Donc on remarque bien que c'est tout bord politique. Mmh. Et comme je le rappelle, avant les élections présidentielles, donc pas de celle-ci, mais avant, tous les politiciens français s'étaient positionnés en faveur de 2024. Même Jean-Luc Mélenchon, qui avait émis quelques réserves au début vis-à-vis des deniers publics. Donc tous, hein, Ouais. tous. Et en faveur de ça, c'est très important, hein, cette vidéosurveillance algorithmique qui vont donc c'est des vidéos, mais il y aura aussi des drones, hein, qui vont filmer un peu, Drone intelligent. partout et vous l'avez dit, en plus, après il y a toute une question des données. Où vont les données? Donc vendues donc à des intérêts, encore une fois, privés. C'est même pas vendu, c'est donné Oui, aussi. données, oui, c'est vrai, on n'a même C'est parlé. noté dans le Oui, contrat. Toutes les données personnelles des utilisateurs liées aux Jeux Olympiques sont données au CIO. C'est noté dans le ouais, contrat. La France a accepté de tout donner au Comité international olympique. ouais. Donc voilà, on voit quand même, qu'il y a totalement des distorsions de respect des libertés, des données privées et cetera et à côté de ça, aucun enfin, on va aller un peu je voudrais qu'on avance parce qu'il y a tellement de choses à dire. Aucun avantage, on l'a dit pour, le pays à part, soi-disant l'image, mais financièrement, c'est une catastrophe et il y a eu un rappel de la Cour des comptes à ce sujet, mais d'abord, on ne fait que dépasser à chaque fois, les annonces, du coup des JO jour après jour et on n'est pas on ne sait même pas encore quel sera le résultat, le bilan final. Et, et lorsque Pierre Moscovici explique sur un déficit, il se fait immédiatement reprendre de volée par la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, qui va sortir sa formule magique. Oui, les Jeux paient les Jeux. Les Jeux n'ont jamais payé les Jeux. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas réussi, les Russes n'ont pas réussi, les Chinois n'ont pas réussi, les Sud-Coréens n'ont pas réussi, les Japonais n'ont pas réussi, les Anglais n'ont pas réussi, et la France n'a pas réussi dans le passé. Je donne les exemples d'Albertville et surtout Grenoble, ça avait été un désastre, hein. Grenoble, les Grenoblois ont mis plus de 26 ans à rembourser. Les impôts locaux ont mais alors explosé de manière inimaginable et on a aujourd'hui ce qu'on appelle des éléphants blancs, notamment le tremplin de saut à ski depuis 30 ans qui est en friche. Donc qu'est-ce qu'on va faire également de certaines structures? Et Oui. donc évidemment, on va me faire croire que tous les États du monde n'ont pas réussi, même la France, mais là maintenant, vu les génies qu'on a mis à la tête de Paris 2024, ah non, les Jeux vont payer les Jeux. Sachant que, je le rappelle, c'est aussi, ils nous mettent plein de sorties, des jeux écolos ou que sais-je. Mmh. C'est les premiers jeux écolos au monde qui ont cassé la barrière de corail. Quand même, je trouve que Ah c'est oui, une c'est très vrai. belle performance Racontez-nous pour, ça, oui, oui, racontez-nous ça, c'est important. parce qu'il y a l'épreuve de surf, alors à Tahiti, pas de problème, il y a une certaine logique. Et en fait, pour satisfaire le CIO et les organisateurs, ils ont voulu construire une autre tourelle pour les juges. Sauf qu'ils ont voulu la faire d'une différente manière, parce que celle qu'on a actuellement, il faut comprendre qu'à Tahiti, il y a une épreuve de la Coupe du monde de surf qui se passe très bien, c'est quelque chose en bois, enfin, qui respecte quelque part l'habitat naturel, Mmh. on a envie de dire. Mmh. Là, ils ont voulu faire quelque chose de complètement différent, donc ils ont cassé, je crois que c'est à 12 ou 14 endroits du corail, pour construire quelque chose avec des WC super modernes et la climatisation pour les dirigeants et les juges du CIO. Oui. Mais c'est en fait ce qui est exceptionnel, c'est qu'à chaque fois, on a plein de boîtes de communication et de relations publiques pour rappeler les choses. Les jeux paient les jeux, c'est toutes ces formules en fait. Mmh. Oui, c'est ça. Rappelez-vous ces études dites indépendantes, oui, mais il y a ces bénéfices et c'est là. Et aussi, il y a l'idée de l'écologie. Je le répète, c'est la première fois que je vois des jeux écolos qui cassent du corail. C'est quand Mais même un concept. mais d'ailleurs, toujours intéressant parce que là, vous dites qu'ils vont avoir la clim, alors que les joueurs n'auront pas la clim, hein, dans leur, Mm. logement. Donc les joueurs, enfin, on s'en fout les athlètes, en fait, hein, c'est vraiment pas le sujet, quoi. Oh, mais le pire, c'est le triathlon parce que déjà, alors, la scène, c'est sûr, on peut en reparler, mais pour vous donner un petit indice, je ne sais pas si je l'avais mis dans le livre celui-là, mais en gros, les organisateurs savent que la scène, ce sera compliqué. Ils le savent, hein, Oui, oui. mais ils se sont dit au pire,
En 2023, il y a eu le championnat du monde de triathlon en Angleterre à Sunderland. 57 athlètes qui ont été intoxiqués ont terminé à l'hôpital. Et donc, en interne, ils se sont dit, au pire, on dira les Anglais, ils l'ont fait. Mmh. Donc, à aucun moment, on se rend compte que la santé, le bien-être de l'athlète, je parle même de la santé basique, Mmh. rentre en ligne de compte, que ce soit pour les organisateurs, pour le comité international olympique et C'est pour la dingue. fédération Ouais, ouais. internationale de triathlon. On se rend compte que aucun moment, Donc là, ce vous n'est voulez pris dire en compte. qu'on n'a pas du tout prévu un plan B parce qu'a priori la Seine est très loin, d'être au niveau, elle était déjà pas, mais en fait avec toutes les eaux qui sont tombées, Maintenant, c'est ils encore l'ont. pire? Enfin, ils l'ont. Le CIO a mis des pressions. En fait, il y a des petites tensions depuis, je dirais, quelques semaines. Et là, ils ont dit: «Non, vous êtes obligés de prendre un plan B». Mais pareil, Tony Estanguet, donc le patron du comité Oui. d'organisation 2024, avait toujours dit: «Non, il y a pas de plan B». Mais maintenant, le CIO a mis des pressions, donc là, ils disent: «Maintenant, il y a un plan B». On rappelle quand même que l'assainissement, soi-disant, de la Seine a coûté plus d'1,4 milliard de deniers publics. On en est à combien là sur, le coût officiel pour le moment? Évidemment, on apprendra la suite, mais de Officiel ou officieux? bah, enfin officieux, mais là où on en est, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va continuer d'augmenter. On est Oui. en, le Courel, on est entre 11 et 12 milliards. Et ils avaient annoncé entre 7 ou 8 millions, je crois. Mmh. Donc là, on a un dépassement d'au moins 3 à 4 millions. C'est intéressant. Et le véritable problème qu'on a, c'est qu'eux, ils pensaient avoir beaucoup de rentrées marketing. Oui. Or, et là c'est très important, je conseille en fait à tous les gens, s'ils ont 2 minutes, ils vont sur internet, ils vont sur la boutique officielle. Mais ils vont dire: «C'est pas possible. On n'a pas pu faire des choses aussi horribles C'est horrible et fait et en aussi Chine. chères et Oui. avec autant de produits». Et en fait, Mmh. on a sous-vendu les licences avec des appels d'offres dont on pourrait revenir, à plein d'entreprises françaises, il y a le slip français et d'autres. Donc en fait, forcément, puisqu'ils ont acheté la sous-licence, ça leur a coûté de l'argent, donc ils vendent plus cher, ça je le comprends. Ils auraient pu faire quelque chose quand même d'un peu plus qualitatif. Et le problème, c'est que les résultats sont tellement désastreux aujourd'hui que le comité d'organisation avait prévu tant de rentrées d'argent dans le marketing. Pour le moment, ils sont très 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 loin de ça. Donc je vous pose la question, d'après vous, Clémence, qui va rembourser le trou A de ce priori, les Français. marketing? Oui, non, non, mais ça, c'est sûr. Alors, je voudrais qu'on continue parce que ça, c'est fondamental et d'ailleurs, ça commence, comme ça et c'est peut-être le cœur de notre sujet. Il y a évidemment l'argent, il y a le trafic, il y a, la drogue. J'aimerais bien qu'on y aille et justement, en parlant de drogue, on va commencer par le dopage, puisque vous l'avez dit, les athlètes, on a l'impression qu'ils ont, finalement, c'est vraiment pas la priorité, des JO. Et depuis le début de l'histoire des JO, enfin, en tout cas, 20e siècle, on voit, et vous racontez, hein, par exemple, là, c'est l'histoire d'athlètes, allemandes. À ce moment-là, Heidi Krieger, enfin, je sais pas comment on le prononce et d'autres, Oui, c'est ça. bourrées aux stéroïdes, anabolisants. On voit une femme qui a vu une jeune fille qui a vu, son corps radicalement changer. Elle a pris 100 kilogrammes, elle avait une voix masculine parce qu'elle était bourrée d'hormones et de produits dopants en tout genre et en fait, peu importe, je veux dire pour, ceux qui gèrent leurs affaires, mais les athlètes, elles, eh bien, sont évidemment extrêmement malheureuses, dans un terrible mal-être, mais c'est absolument pas le jeu et l'objectif, du CEO et ça, c'est quelque chose que vous racontez qui commence là, mais c'est une histoire un peu lointaine, mais qui continue, c'est toujours au détriment des joueurs, des En fait, ce que athlètes. ce que je voulais montrer, pour tous ceux qui vont lire le livre, c'est de dépasser aussi Paris 2024 et comprendre que la France et tous les autres États se mettent à genoux devant une organisation qui ne respecte aucune loi, qui est une espèce de secte où on se coopte entre eux, qui n'a absolument aucune transparence et qui a couvert l'innommable. Et dans l'innommable, alors il y a eu beaucoup de périodes de dopage, mais en fait l'idée c'était de relier tous les éléments. Mmh. Ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est à l'époque, et même en Allemagne de l'Ouest, mais principalement en Allemagne de Ouais, l'Est, ouais. je pense qu'on peut parler d'expérimentation humaine, littéralement, en leur disant non mais c'est les vitamines, c'est les vitamines. Et en fait Oui. vous avez beaucoup de femmes dont le corps a été complètement bouleversé, c'est-à-dire une dame qui voulait avoir un enfant et puis son gynécologue lui dit mais vous avez en gros l'organe génital d'une fille de 12 ans. Tellement son corps a été meurtri. Et vous avez l'exemple d'Heidi Kruger qui, elle faisait du lancer de poids. Mmh. Elle, son corps a tellement été bouleversé, sa voix, que même dans la rue, dans les années 80-90, tout le monde pensait que c'était un homme. Tant et si bien qu'à un moment donné, son corps, elle le dit elle-même, ne lui appartenait plus. Elle ne savait plus littéralement si elle était un homme ou une femme. Elle changera de sexe finalement dans la fin des années 90. Et en fait, il faut imaginer qu'elle d'un coup, pilosité, la voix, les muscles, tout, en fait, ses habitudes, tout son humeur. Et le pire, en fait, dans cette histoire, c'est que le président actuel du CIO est un Allemand, Thomas Bach, qui est un ancien escrimeur. Et Oui. lorsqu'il était à la tête du comité olympique allemand, a autorisé la réintégration de 5 coachs d'Allemagne de l'Est qui avaient participé à tout Oui, ça. c'est ça. Comment on peut tolérer que 5 personnes qui ont participé, mais lui, il a dit oui, ce sont des repentis, ils ont avoué, en gros, faute avouée à moitié pardonnée, mais là, on ne peut pas parler d'une petite faute.
On parle littéralement d'expérimentation humaine. Oui. Comment ces gens-là ont pu revenir dans la grande famille du sport olympique? Et bien, cette personne, elle a la tête aujourd'hui du CIO. Ah oui, il y a eu un rapport qui a été, rendu en 2013 à ce sujet sur, donc cette énorme collusion, on va dire, dopante, entre les médecins, les sportifs et cetera, pareil, vous dites qu'il était forcément au courant de ce rapport? Ah oui, pour les 2 côtés, parce que même lui, il était un escrimeur en Allemagne de l'Ouest. Là aussi, il y avait des pratiques dopantes, mais lui, pareil, lui était pas au courant. Et d'ailleurs, là, actuellement, dans l'actualité, on a un énorme souci avec l'Agence mondiale antidopage, qui a été créée et financée par le CIO, comme le tribunal arbitral du sport. Et là, ils ont un gros problème avec les nageurs chinois. Et en fait, bah, comme d'habitude, c'est ce que j'explique dans le livre, dès que la famille du sport elle a un problème, remarquez, les gouvernements, ils font pareil, hein. Il crée des Ils vous disent, commissions. oula, mais il y a une étude indépendante, bon, Mmh. étude indépendante Mmh. choisie et payée par eux-mêmes, évidemment, Oui. qui va dire en fait ce qu'ils veulent entendre. Et là, actuellement, il y a le même problème avec l'Agence mondiale antidopage et des nageurs chinois. Comme il y a eu des problèmes avec le dopage russe il y a quelques années, donc on se rend compte qu'il y a vraiment une farce, une couverture. Et je le répète, la France et tous les autres États se sont agenouillés devant une organisation qui n'a ni foi ni loi. Alors continuons sur le ni foi ni loi et c'est ce que vous appelez l'innommable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils continuent de faire d'ailleurs d'autre, de terrible? On parle de ces changements de corps, de ces personnes qui sont finalement mutilées au détriment évidemment de toute leur vie, mais au service, de ces membres, de le CIO, de leur coach et cetera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement, d'innommable? Ce qui moi m'a toujours fasciné, c'est le rapport avec la grande criminalité et la famille olympique. Parce qu'aujourd'hui, en effet, le CIO dit: «Oh là là, la Russie, c'est pas bien, hein». Pendant 20 ans, ils ont mangé la gamelle du Kremlin et de tous les Mmh. oligarques. Donc là, ça allait, visiblement, il y avait pas de problème. Mais en fait, je donne l'exemple d'un homme, qui s'appelle Gafour Akimov, qui a été fait partie de la famille olympique pendant 20 ans. Il vient d'Ouzbékistan et en fait, il était en boxe et au comité national olympique ouzbek. Donc c'est affilié directement, et il est monté dans la hiérarchie. Il est devenu vice-président de la Confédération asiatique de boxe. Donc c'est quelqu'un, je veux dire, qui était à toutes les réunions de la boxe internationale. Boxe, sport quand même emblématique des Jeux olympiques. Ouais, ouais. Et en 2012, ce monsieur, il est sur la liste des sanctions américaines pour une appartenance supposée à un grand trafic d'héroïne. Sachant qu'il avait déjà été dénoncé des années auparavant que l'Australie lui refuse l'entrée sur le territoire des Jeux olympiques de Sydney et la France, fin des années 90, lui refuse également l'entrée sur le territoire vis-à-vis de son appartenance supposée à des gangs mafieux. Et bien ce monsieur, pendant une vingtaine d'années, il a pu bouger sans problème dans la famille olympique jusqu'à ce qu'il devienne président par intérim de la Fédération internationale de boxe et que médiatiquement, eh ben, ça en a parlé. Alors qu'il était déjà sous sanction, je veux dire, il avait déjà tous ces problèmes-là. Au moment où en fait les médias du monde entier en ont parlé, qu'est-ce qu'a fait le CEO? Oh là là, là on réagit. Et là on va Mmh. lui demander de partir, etc. Sauf que pendant 15 ans, Ouais, 20 ouais. ans, personne n'en parlait, ça ne posait aucun problème. Et au contraire, l'ancien président du CEO, Samaranch l'Espagnol, avait même demandé aux autorités australiennes des comptes. Pourquoi vous ne laissez pas rentrer ce monsieur sur votre territoire? C'est vrai, pourquoi vous ne laissez pas rentrer un des plus grands trafiquants d'héroïne sur votre territoire, lié à beaucoup d'affaires sordides? Et je cite également l'ancien procureur général d'Indonésie qui a dit qu'ils ont quand même une drôle de vision de l'éthique, puisqu'à l'époque, ils avaient demandé à l'appareil d'État indonésien la libération conditionnelle d'un membre du CO qui était emprisonné. C'est quand même absolument exceptionnel. Ouais. Je vais citer d'ailleurs, une accusation sur lui, rendue par un journaliste qui a, lui, a une plume plus tranchée que les autres. Ousmanov était juste un criminel dont les connexions mafieuses avec l'un des régimes les plus corrompus au monde l'ont fait sortir de prison. Il s'est ensuite plongé dans le processus de privatisation, à une époque où la force des gangsters était utilisée pour sécuriser le contrôle physique des actifs et où l'alliance entre la mafia russe et les services de sécurité s'est formée. Voilà, ça a le mérite d'être clair. On voit quand même le type de bonhomme que c'est et en effet, vous dites, 15 ans de tranquillité, dans les plus hautes institutions. Voilà, et là, on parle d'Ousmanov aussi, qui donc, alors lui, c'était l'ancien président de la Fédération d'escrime internationale, qui est là, qui s'est mis en retrait, qui est un des grands amis de Thomas Bach, d'ailleurs, le Mmh. président du CIO, lui, ce monsieur-là. Pour ainsi. Donc, encore une fois, comment un État raisonnablement constitué peut offrir autant de cadeaux et se mettre autant à genoux vis-à-vis de ces organisations? Et c'est pour ça que le but de ce livre, qui est pas trop grand, qui j'espère plaira aux gens, il y a une grande méconnaissance en France. C'est-à-dire qu'on va parler, Enquête exclusive avait fait des choses intéressantes sur le comité d'organisation, les salaires démentiels, en effet, des gens sur Paris 2024. Mais en fait, l'idée, c'est de relier et de se rendre compte que le CO est une monstruosité et que l'État français et les politiciens, de tous bords confondus, ont accepté toutes ces doléances sur l'autel des valeurs olympiques. Alors, je leur pose la question, c'est quoi vos valeurs olympiques? C'est de la Oui. mutilation de corps, c'est de l'expérimentation humaine, c'est de la criminalité,
C'est quelque chose de très sectaire, c'est ça vos valeurs? Oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous croyez que là, on voit qu'il y a des personnes liées à cette grande criminalité qui ont en tout cas, eu, belle place, au sein de ces comités, olympiques. Est-ce que vous considérez, qu'il y a, véritablement que la les comités olympiques aient versé directement eux-mêmes agi, dans, le trafic de drogue? Alors celui d'Ouzbékistan, c'est sûr. Celui d'Ouzbékistan, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de comités issus de l'ex-URSS qui sont quand même assez folkloriques. Également en Amérique latine. Oui, je pense que c'est comme les fédérations affiliées à la FIFA, et trafic de drogue, trafic humain. Bah, moi, je peux vous donner un exemple, c'est qu'en Afrique, vous avez des comités olympiques qui, vont encourager, la pratique, on peut parler de traite d'humains, hein. Quand vous, vendez des soi-disant visas ou des soi-disant promesses à des athlètes ou autres, que vous les envoyez dans un pays pour vous avez ruiné la famille et que vous les laissez sans rien, vous appelez ça comment? Donc il y a énormément de problèmes à travers les comités, olympiques à travers le monde, sont tous affiliés au CIO. Donc oui, là j'ai pas d'exemple en tête directement. L'Ouzbek, c'est sûr, sachant Mmh. qu'il fait partie de la famille du CIO. Puis après, vous avez tous les petits crimes et les autres méfaits réalisés par les autres comités nationaux olympiques du monde entier, comité national olympique suédois, et qui sont couverts par un CIO qui ne dit rien, qui donne des subventions, généreuses à tous ces comités à travers le monde. Ouais et juste pour finir, et on va finir là-dessus sur, les valeurs des jeux olympiques. D'ailleurs que je précise qu'on fait chanter à tous les enfants des écoles, au moins publiques, mais je pense aussi privées d'ailleurs, hein, les valeurs, l'amitié, je sais pas quoi. Enfin moi, mes enfants apprennent, que ça par cœur, pendant toute l'année. Donc c'est intéressant et justement on a à ce sujet, ici en France, on a vu ces mouvements de transfert de populations dites précaires pour faire plus propre. Donc on voit les sans-abri, Nettoyer un qui ont peu, été mis dans les bus. nettoyer. Ah, Non, c'est mais ça. Donc là, on est vraiment dans les valeurs. on est dans les valeurs, on est pareil quand dans le gaspillage d'argent public, moi je pense qu'on est dans les valeurs. Oui. C'est important, notamment le fait, je donne un exemple pour montrer à quel point quand même on est chez les fous. Genre, on peut ne pas être parfait, bien évidemment, mais quand même on peut réfléchir 2 minutes. Il y a l'épreuve du tir et eux, donc nos génies se sont dit: «Bon, on va la faire à La Courneuve». Ils vont rénover un parc, un ancien parc, Mmh. toute une dizaine ou quinzaine de millions d'euros. Bon, et puis quelques mois après, ils se sont rendus compte que le parc était trop petit pour accueillir les spectateurs. Donc en fait, bah, ils ont délocalisé à Châteauroux, où il y avait le Centre national de tir qui a été ouvert il y a quelques années. Mmh. Donc on a donné 10 ou 15 millions pour, Rien. bah, rien. Oui. Oui, Donc oui, mais là, c'est de l'incompétence pure. mais comme la Parce que je veux piscine dire, là, on olympique, parle en fait de la on n'a pas fait superficie. une piscine olympique, de pas à laquelle il manque quelques mètres Le pour que centre aquatique, oui. où ils ont complètement sous-estimé le budget, en fait, ça devait regrouper toutes les épreuves, donc le water-polo, le plongeon, natation synchronisée et la natation, libre. Et en fait, l'épreuve phare, en effet, c'est la natation libre. Sauf qu'en fait, World Aquatic, la fédération internationale, dit que c'est mieux que la salle, elle fasse 15 000 places. À la base, c'était prévu comme ça, sauf qu'ils ont tellement sous-estimé le budget, qui a été explosé en plus. Ils ont simplement pu faire un centre aquatique de 5 000 places. Donc, bah, en fait, les épreuves phares, elles ne peuvent pas se tenir là-dedans, elles doivent se tenir à la défense. Oui. Donc Donc, tout en ayant explosé le budget de 90 millions sur oui. son track. Donc le nombre de structures qui ont été faites pour rien, c'est absolument, abominable. Mais, encore une fois, l'important, je pense, c'est vraiment de casser cette image des valeurs, des jeux olympiques, la solidarité, les jeux, le l'amitié, interpeuple et cetera. Tout ça, en fait, v dès le début, en donnant la parole aux athlètes qui sont, les premiers oubliés, ces populations précaires qui sont dégagées, eh bien, on voit que tout ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi et puis surtout quand on parle de grande criminalité. Merci beaucoup Romain Molina, évidemment un livre, à lire pour en savoir beaucoup plus, savoir, beaucoup plus de détails. C'est très, très détaillé comme toujours, très sourcé. Le livre noir des jeux olympiques aux éditions Exuvie. Merci beaucoup encore, Romain Merci à vous. Molina.